On entend tout le temps parler de la richesse d'un pays, de sa croissance, de son économie. Mais au fond, comment est-ce qu'on mesure tout ça? Comment on fait pour mettre dans un seul chiffre toute la production d'un pays en une année, que ce soit des avions, une coupe de cheveux ou des cours à l'école? C'est exactement ce qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors voilà notre programme. On va commencer par voir pourquoi c'est si compliqué de tout compter sans faire d'erreur. Ensuite, on découvrira l'élément de base de tout le calcul, la valeur ajoutée. Après ça, on verra comment on passe de cette petite brique au fameux PIB. Puis, on regardera à quoi il sert concrètement. Et on finira par explorer ses défauts et les autres façons de voir les choses. Allez, c'est parti. On attaque donc la première étape, bien comprendre le plus gros défi quand on essaye de mesurer une économie. Il y a un piège énorme dans lequel il ne faut surtout pas tomber, et c'est ce qu'on appelle le double comptage. La question a l'air simple, non? On pourrait se dire, facile, il suffit d'additionner tout ce que les entreprises ont vendu dans l'année. On prend tous les chiffres d'affaires et on en fait la somme. Ça paraît logique, mais en réalité, c'est une très, très mauvaise idée. Et voilà pourquoi. Imaginez, on additionne le chiffre d'affaires du paysan qui a vendu son blé au meunier, et ensuite on additionne le chiffre d'affaires du boulanger qui a vendu son pain fait avec cette farine. Et bien en faisant ça, on a compté la valeur du blé deux fois. Une première fois tout seul et une deuxième fois dans le prix du pain. C'est ça le double comptage. Pour éviter ça, il y a une solution. On ne regarde que la richesse qui a été réellement créée à chaque étape. C'est ce qu'on appelle la valeur ajoutée. Du coup, parlons de cette fameuse notion clé. La valeur ajoutée, c'est vraiment la brique élémentaire, le Lego de base si on veut, qui nous permet de construire une mesure juste et fiable de la richesse d'un pays. C'est le concept qu'il faut absolument maîtriser. Alors, c'est quoi exactement la valeur ajoutée? En fait, c'est tout simple. C'est la richesse nouvelle qu'une entreprise crée par son activité. Ce n'est pas le total de ce qu'elle vend, mais bien la valeur qu'elle ajoute aux biens et services qu'elle a vu acheter pour pouvoir produire. Et pour la calculer, il y a une formule essentielle, mais qui est finalement assez simple. La valeur ajoutée, c'est le chiffre d'affaires, donc le total des ventes, moins ce qu'on appelle les consommations intermédiaires. Les consommations intermédiaires, ce sont tous les biens et services qui sont détruits ou transformés pendant la production. Ça peut être des matières premières, de l'énergie, des fournitures. Pour que ce soit limpide, prenons un exemple que tout le monde connaît, une boulangerie. Première étape, le boulanger achète ce dont il a besoin, ses consommations intermédiaires, de la farine, de la levure, du sel, de l'électricité pour son four. Deuxième étape, il met son savoir-faire en action. Il transforme tout ça en pain. Et troisième étape, il vend ses baguettes à ses clients, ce qui constitue son chiffre d'affaires. Maintenant, appliquons notre formule. Si notre boulanger vend sa baguette 1,50 € et que pour la faire, il a utilisé 50 centimes de farine et d'autres ingrédients, sa valeur ajoutée est de 1 euro. Cet euro, c'est la richesse qu'il a réellement créée par son travail et son savoir-faire. C'est sa contribution nette à l'économie. Bon, maintenant qu'on a bien compris cette brique de base pour une seule entreprise, on va pouvoir passer à l'échelle supérieure. En fait, il suffit de se dire, et si on faisait ce même calcul pour toutes les entreprises et organisations d'un pays? Eh bien voilà, on y est. Le fameux PIB, le produit intérieur brut. Ce n'est rien d'autre que ça. C'est la somme de toutes les valeurs ajoutées créées sur un territoire donné, comme la France, pendant une année. On additionne la valeur ajoutée de notre boulanger, celle de Renault, celle d'un développeur de jeux vidéo et même celle des services publics. Ce qui est intéressant, c'est que ce PIB se divise en deux grandes parties. D'un côté, on a le PIB marchand. Lui, c'est facile, c'est la somme des valeurs ajoutées de toutes les entreprises qui vendent leurs produits ou services. De l'autre, on a le PIB non marchand. Ça, c'est la richesse créée par les administrations, l'éducation nationale, la police, les hôpitaux publics. Comme ces services ne sont pas vendus sur un marché, on estime leur valeur ajoutée en calculant ce qu'ils coûtent à produire, c'est-à-dire principalement les salaires des fonctionnaires. Ok, maintenant, on sait comment on le calcule. Mais concrètement, à quoi il sert ce chiffre? Eh bien, son utilité principale, c'est d'être un outil de comparaison. Il permet de comparer les économies entre elles et de suivre l'évolution d'une même économie dans le temps. Par exemple, si on prend le PIB total, brut de décoffrage, on voit que l'économie chinoise est gigantesque, près de 6 fois plus grande que l'économie française. C'est une mesure de la puissance économique d'un pays. Mais attention, ça ne raconte pas toute l'histoire, loin de là. Parce que regardez ce qui se passe quand on divise ce chiffre par le nombre d'habitants. Là, le tableau change du tout au tout. Le PIB par habitant, qui donne une bien meilleure idée du niveau de vie moyen, est beaucoup, beaucoup plus élevé en France qu'en Chine. Ça permet de relativiser l'effet de la taille de la population. Une autre utilisation super importante du PIB, c'est de mesurer ce qu'on appelle la croissance économique. C'est tout simplement le pourcentage d'évolution du PIB d'une année à l'autre. Mais, et c'est un point crucial, on utilise le PIB
en volume. Ça veut dire qu'on a retiré l'effet de la hausse des prix, l'inflation. Comme ça, on mesure bien l'augmentation réelle des quantités produites, et pas juste le fait que les prix ont monté. Et ce taux de croissance, c'est un indicateur clé de la santé d'une économie. Rien qu'en regardant 2023, on voit que les situations peuvent être radicalement différentes. D'un côté Malte, avec une croissance très forte, de l'autre l'Irlande en récession, et entre les deux, la France avec une croissance plus faible. Mais voilà, le PIB est un outil très utile, mais il est loin d'être parfait. Il est même très critiqué. Il est donc temps de prendre un peu de recul et de se poser la question, est-ce que cette mesure de la richesse économique, c'est vraiment tout ce qui compte pour une société ? Le PIB est un peu comme un cheval avec des œillères. Il ne voit pas plein de choses qui sont pourtant vitales. Pensez-y, tout le travail fait à la maison, s'occuper des enfants, faire le ménage, tout ça c'est invisible pour le PIB. Pareil pour le bénévolat, le temps libre, le bien-être. Et puis, il ne nous dit absolument rien sur la façon dont les richesses sont réparties, ni sur les dégâts qu'on inflige à l'environnement. Parfois, ça devient même complètement absurde. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la pollution. Imaginez une usine qui pollue une rivière. C'est une catastrophe. Mais pour dépolluer, il va falloir payer une entreprise spécialisée. Cette dépense va créer de l'activité, des salaires, et donc, elle va faire augmenter le PIB. On augmente la richesse nationale en réparant une catastrophe. C'est un vrai problème de logique. Heureusement, face à toutes ces critiques, des économistes et des organisations ont cherché d'autres manières de mesurer le progrès. L'indicateur alternatif le plus célèbre, c'est l'IDH, l'indicateur de développement humain. L'idée de l'IDH, c'est de ne pas se focaliser uniquement sur l'argent. Il repose sur 3 piliers. Le premier, c'est bien le niveau de vie, mesuré par le revenu, mais il ajoute 2 autres dimensions tout aussi importantes. La santé et la longévité, via l'espérance de vie, et l'accès au savoir, avec la durée de scolarisation. Ça donne une vision bien plus complète du développement d'un pays. Du coup, l'IDH, c'est avant tout un outil de comparaison et de classement. Il permet de voir où se situe un pays par rapport aux autres, non pas juste sur sa richesse économique, mais sur son niveau de développement humain global. Souvent, le rang d'un pays dans ce classement en dit plus long que la valeur de son IDH elle-même. Et tout ça nous amène à notre question finale. On est parti d'une simple baguette de pain pour arriver à des questions fondamentales sur ce qu'est le progrès. On a vu que mesurer la richesse est bien plus complexe qu'il n'y paraît. Alors, pour l'avenir, sur quoi devrait-on vraiment se concentrer pour savoir si une société va dans la bonne direction ? La question reste ouverte. Merci d'avoir suivi cette analyse.